il y a 20 ans, avec l'accord du gouvernement de l'époque, de M. Édouard Balladur, les présidents des institutions marseillaises, nous avons décidé de lancer ce grand chantier d'intérêt national qui est Euroméditerranée. Il fallait une initiative, il fallait une volonté, il fallait une détermination, il fallait du courage pour lancer ce grand chantier d'intérêt national. Nous l'avons fait. Et avec l'unité de toutes les institutions, la volonté de celles et ceux qui, au quotidien, ont préparé tous les dossiers, a abouti à cette réalisation spectaculaire. Et aujourd'hui, c'est ici, c'est avec Euroméditerranée que se prépare effectivement l'avenir de Marseille, l'avenir de notre métropole. Marseille, c'est une ville très ancienne, créée il y a 26 siècles, tout le monde le sait, par l'arrivée des Phocéens. C'est une ville vers laquelle tout a convergé depuis longtemps. Tous les flux ont convergé vers Marseille. Les flux de marchandises, les flux de population, même les végétaux ont convergé vers Marseille. C'est aussi la ville des déracinés. Et ce sont des déracinés qui, lorsqu'ils mettent un pied à Marseille, s'approprient la ville parce que la ville les accepte. Bon, Marseille a subi des chocs de l'histoire. D'abord, dans un passé déjà maintenant un peu ancien, la décolonisation des pays d'Afrique noire, qui ont changé l'état du commerce entre ces pays et Marseille. Ensuite, l'indépendance acquise par les pays du Maghreb. Ça a transformé complètement l'industrie marseillaise. Le vrai problème de Marseille, c'est que le déclin marseillais ne s'est pas aperçu. Pourquoi il ne s'est pas aperçu? Parce que dans le même temps où les industries fuyaient cette ville, au même moment, on avait une explosion démographique qui était liée soit à l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord, soit même à une immigration des Alpins ou de d'autres régions. Donc on a une situation dramatique au début des années 90 qui réclame une relance. Tout ce quartier du port était un quartier désindustrialisé, où tout était à l'abandon. Car vous savez bien que le port de Marseille, il y a le port Est, c'est nous qui l'avons. Il y a le port Ouest, il est de l'autre côté des collines. Il est vers Fort-sur-Mer, là-bas. Il est près de l'étang de Berre. Et c'est là qu'il y a la grande activité. Le territoire portuaire intra-urbain, intramuros, lui, il a une vocation qui ne doit pas tourner le dos à son histoire portuaire, mais qui doit s'ouvrir à ce fonctionnement urbain. Ce pas des choses qui se font en 5 minutes, ça prend une génération. Et dans les années 70, le diagnostic est quand même assez difficile. Énormément d'activités économiques partent de Marseille, vont à l'extérieur. Il faut trouver un modèle de développement et on n'a pas, je dirais, conçu de modèle global qui pourrait être une réponse à tout cela. Les sites portuaires, c'est par là que toutes les villes du monde ont entamé leur renaissance. Si vous prenez les grandes villes américaines, New York, San Francisco, Los Angeles, mais aussi Buenos Aires, partout, à un certain moment, ces zones qui avaient été abandonnées après la guerre, qui étaient des zones industrielles, étaient en centre-ville, elles avaient la mer, et alors que pour des raisons qui échappent à tout le monde, pendant 35 ans, on a tourné le dos à l'eau et à la mer, tout d'un coup, c'est devenu un phénomène attractif. Euroméditerranée, c'est le seul chantier d'intérêt national que le gouvernement avait décidé de faire à Marseille. Un chantier d'intérêt national, c'est quelque chose de considérable dans le pays. Nous le devons à Édouard Balladur, dont les racines marseillaises sont connues parce qu'il a fait toutes ses études au lycée Thiers. Le maire de Marseille, à cette époque-là, était le professeur Aubert Vigourou. Moi, je présidais la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le Conseil général a également aussi participé
à l'époque avec M. Lucien Végan, puis ensuite avec M. Guérini. De ce point de vue, la création d'un établissement public comme forme juridique a produit une double sécurisation. Sécuriser les collectivités locales et le monde économique, puisque l'État sera présent et donc financera, et de notre côté à sécuriser l'État, parce que dans un cadre commun, on peut mieux régler, je dirais, l'action commune, qui peut être une action de dissensus, parfois l'action commune des acteurs territoriaux, surtout. Ces acteurs territoriaux qui sont de culture méditerranéenne, donc souvent qui rentrent en conflit. Euroméditerranée, c'est une opération d'intérêt national, donc décidée par l'État, qui définit un périmètre, donc une zone, et qui est dirigée par un établissement public qui regroupe les différents financeurs, donc les collectivités locales, l'État. Et dans cet établissement public, il y a une équipe de salariés, une 50aine de personnes, avec un directeur, qui gère à la destinée de cette opération. L'Euroméditerranéen, c'est en gros ce qui part du Vieux-Port en incluant la rue de la République et qui se termine à la rue d'Antoine. Euroméditerranée 2 part de la rue d'Antoine et se développe au nord jusqu'à Capitaine Gèze, à peu près. 1995, c'est l'année de la déclaration de Barcelone, du partenariat euro-méditerranéen. Une année aussi, là aussi, de conjonction. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à la fois, création de l'opération d'intérêt national, c'est l'année 1995 d'élection à la mairie de Marseille de Jean-Claude Gaudin. Le président Chirac, qui a été élu, à quelque chose près en même temps, décide avec M. Pons, qui était ministre à l'époque de l'aménagement du territoire, de supprimer Euroméditerranée. Et pour nous, c'est un désastre, parce qu'on est une des seules villes de droite à rester à droite, ou à passer à droite en tout cas. C'est un succès politique UDF-RPR. Et finalement, Pons puis Chirac remettent en place l'établissement public. On sort de la mission de préfiguration et l'établissement est créé. Les orientations politiques qui ont présidé à la création de l'établissement public, on les connaît, c'est-à-dire qu'il était normal que l'État vienne tendre une main solide et dans la continuité à cette ville. Maintenant, le périmètre, il s'est installé là où il y avait une mutabilité possible. La première des vertus d'Euroméditerranée, c'est d'avoir créé un établissement public d'aménagement qui avait donc une légitimité, une légitimité administrative et de pouvoir équivalente à celle du port et équivalente à celle de la ville, et qui nécessitait ou qui rendait inévitable ou incontournable une réflexion commune. Mais notre très grosse difficulté, c'était de trouver une harmonie avec le port. Vous savez que le port était en grève, beaucoup, plus de la moitié de l'année, que les bateaux étaient bloqués, que moi-même j'avais des problèmes physiques violents, anti-grève, sur le port. Et finalement, on a réussi à trouver un mode de fonctionnement entre l'établissement public et le port autonome, de façon à ce qu'ils aient leur propre territoire dans lequel ils peuvent se développer, avoir leur propre développement, et nous-mêmes, ville de Marseille, arriver à tomber ces grilles et ces barrières. Et souvenez-vous comment c'était. Il y avait des grilles, des barrières, des hangars, et vous étiez sur le bord de la Major, vous ne pouviez même pas voir la mer. Ce territoire que vous voyez derrière vous, qui est le quartier de la Joliette, au cours des 15 dernières années, a subi une mutation profonde et très structurante pour le paysage urbain et pour l'activité économique de Marseille, puisqu'on est maintenant en face d'un centre tertiaire extrêmement moderne, avec des bureaux, avec des activités, des services pour les gens qui travaillent ici. Il est décidé que je serai président de cette institution, de cet établissement public d'intérêt national, le seul en France, donc c'est quand même une énorme machine. Je demande au président du conseil général de l'époque, qui était socialiste, M. Végan, de devenir mon premier vice-président. Jean-Claude, qui était aussi président de région, accepte d'être dans le conseil d'administration en représentant la région, bien sûr. Et on se retrouve avec une gouvernance qui a été fabriquée sur un concours politique, sur un débat politique, avec une victoire politique, mais avec un soutien de la totalité de la classe politique.
Et c'est Renaud Muselier qui va être le premier président d'Euroméditerranée. Puis ensuite, quand il accédera à des fonctions ministérielles, il y avait l'incompatibilité, c'est donc moi qui vais le remplacer, jusqu'à ce qu'il ne soit plus ministre, où il reprendra sa place. Et pendant quelques années, j'ai impulsé le développement d'Euroméditerranée, avec toute une équipe de fonctionnaires, et en particulier avec François Jallinot et tous les hommes et les femmes qui l'entourent, qui sont des gens de qualité, de grandes compétences, et qui ont contribué à mettre en œuvre ce que les élus décident. Après Muselier, après Gaudin, il y a eu Guy Tessier, qui a fait tout ce qu'il a pu pour transformer Euroméditerranée. Nous avons chacun marqué, imprégné de notre style, de notre engagement, de notre façon d'être, cette opération. Le côté politicien n'a jamais pris le dessus sur l'intérêt général. Puis un beau jour, M. Vauzel a dit « Mais maintenant c'est mon tour, c'est le tour du Conseil régional. » Et avec la complicité de l'État, il a pu prendre la présidence, sauf qu'il était atteint par la limite d'âge. Alors la présidence, on l'a laissée à un professeur d'université, à M. Morel, qui est un homme terriblement respectable et qui fait tout pour développer aussi Euroméditerranée. On dit souvent que je suis un peu ancien, mais moi j'ai des principes clairs. La politique est partout, mais la politique n'est pas tout. Et lorsque des hommes qui ne sont pas du même bord arrivent à se rassembler sur des projets de développement, d'expansion, Marseille a besoin de ça. Toutes les collectivités, toutes tendances confondues, l'État, se sont mis autour d'une table pour réfléchir à l'intérêt d'un territoire. Et c'est en ce sens-là que c'est une intelligence collective, c'est-à-dire que tous les moyens ont été mis à disposition pour que ce soit une réussite. Et depuis 20 ans, cet équilibre politique entre les différentes institutions, qu'il y ait eu plusieurs cohabitations, plusieurs présidents de la République, plusieurs premiers ministres, plusieurs présidents de région, plusieurs présidents de conseils généraux, un seul maire, on a gardé toujours cet équilibre politique qui a permis d'inscrire ces 310 hectares de centre-ville, dont 110 de domaines maritimes, dans une vision, dans une perspective qui aujourd'hui est considérée par tout le monde comme un grand succès. Pour moi, la date du lancement d'Euroméditerranée, c'est les docks. C'est-à-dire les docks de la Joliette qui, à l'initiative d'un opérateur privé, se transforment en un lieu de bureau, une grande installation tertiaire. Ça, pour moi, c'est l'acte fondateur, d'une certaine manière, d'Euroméditerranée. Au tout début de l'opération, lorsque des gens qui n'étaient pas des Marseillais sont venus déclarer leur intention de faire quelque chose de ce bâtiment et de ce quartier, peu de Marseillais étaient convaincus de la réussite de la démarche. Mais je crois que la démarche était des Marseillais, leur attitude était liée aux échecs répétés, où ces raisins sont trop verts, on ne veut pas y croire, ça ferait trop mal si ça ne marchait pas. J'ai entendu ça pendant quelques années. Donc on préférait penser que ce n'était pas possible plutôt que prendre le risque d'être déçu. J'encourage M. Saadé, quand celui-ci, qui est le 3e armateur mondial, avec CMA-CGM, décide de déplacer le siège de sa société qui est à Suresnes et venir le mettre à Marseille et construire une tour de 147 mètres de haut. Alors aujourd'hui, il y a Marc Pietri qui en fait une autre qui s'appellera la Marseillaise. Nous sommes ici sur le site des Quais d'Arinques, qui est un terrain de 8000 m², qui est la plus grande opération privée de France, puisqu'elle développe près de 100 000 m². C'est une opération très originale dans laquelle, dès le début, a été posé un principe. 1 euro d'investissement public pour 3 euros d'investissement privé. Et ça a été tenu, puisque à la fin d'Euromède, ce sera peut-être un investissement de 7 milliards ou 7 milliards et demi d'euros, dont il n'y aura eu qu'un tiers qui a été porté par les collectivités pour l'aménagement, les infrastructures, les écoles. Mais les privés sont venus. Les 30 plus grands investisseurs du monde, ils sont ici. L'idée, c'était de répondre à 3 questions simples. Où, quand, combien? Où je peux m'installer? Voilà, monsieur, vous venez là. Quand vous pourrez y être?
à telle période, à tel moment, avec les permis qui vous seront donnés. Et combien ça va vous coûter pour venir et combien ça va vous rapporter une fois que vous serez installé. Et quand on répond à ces 3 questions simples, où, quand, combien, à ce moment-là, ils écoutent, ils regardent, ils se comparent. Et dès que vous avez un gros investisseur qui vient, immédiatement, vous faites partie de la table des gens avec qui on travaille. Euroméditerranée, on a souvent l'impression que c'est les grandes entreprises. Effectivement, c'est des beaux bâtiments, c'est des beaux loyers, mais c'est aussi plein de nouvelles entreprises, d'entreprises de taille plus petite. Donc le fait d'attirer des grandes entreprises, c'est le développement d'un écosystème économique qui profite aussi bien aux PME qu'aux TPE, qu'aux grandes entreprises. C'est du gagnant-gagnant tous ensemble. Euroméditerranée, notamment avec son label Écocité, se veut être un exemple de construction de villes durables, c'est-à-dire comment on intègre les questions de l'énergie, les questions du climat, les questions du vent, les questions des usages, des services à la population qui doivent être exemplaires, et comment on construit sur ce pourtour méditerranéen cette ville durable. Donc cet îlot, notamment l'îlot Alar qu'on dénomme Marseille, doit être une référence qui doit faire un effet papillon sur tout le pourtour méditerranéen et servir d'exemple. Tout ce qu'on va mettre sur cet écoquartier doit être au service des futurs usagers, les gens qui vont venir travailler ici, les gens qui vont venir y habiter, les gens qui viendront faire leurs courses ici. Ce sera demain plus de 4000 personnes qui viendront sur cet îlot Marseille. Pareil pour l'Hôtel-Dieu. À l'époque où on va initier la transformation de l'Hôtel-Dieu, qui a été un hospice, un hôpital, qui a traversé l'histoire. Tout d'un coup, on veut en faire un hôtel 5 étoiles. Voilà 2 exemples. Le 3e exemple, si vous voulez, c'était les silos à grains, qui étaient vides sur le port. Il n'y avait plus rien dans ces silos à grains. Eh bien, on va garder la structure, on va faire un théâtre qui s'appelle le silo. On a fait tomber, rappelez-vous, la muraille de Chine, qui était sur le port de Marseille. Comme le port est autonome, on ne nous avait même pas demandé notre avis. Et on avait construit des passerelles absolument hideuses. Nous avons mis quelques années, justement, pour les supprimer. Le silo est à cheval, et même à l'intérieur de l'espace portuaire. Il l'était en 93. Parmi les dures tractations entre Euroméditerranée et le port, il y a eu un abandon de territoire portuaire, puisqu'il y a eu un recul de la clôture, ce qu'on appelle la bande des 45 mètres, parce que la clôture a été réimplantée 45 mètres après la façade des docks, vers la mer. Et la première partie de Remède, qui est la partie, si vous voulez, du MUSEM, des voûtes, de tout ce qui s'est fait, c'est quelque chose qui démontre que c'est le lien, c'est la couture avec le centre-ville, c'est la suture, et qui démontre qu'aujourd'hui, la ville s'étend. Le MUSEM raconte la pression d'un territoire, d'un contexte. Il raconte aussi la pression sur l'anxiété, l'angoisse existentielle propre à l'acte d'architecture. Dans ce contexte, où on a cet horizon méditerranéen, cet horizon métaphysique, la masse minérale du Fort Saint-Jean, cette pétrification historique, de l'autre côté, le port industriel, dans le dos, la ville historique, la ville, dans sa stratification. Et dans ce contexte, il faut faire un musée. Et on l'a fait. Et l'État, d'une certaine mesure, par la voix d'ailleurs de la ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel, dit, en gros à Marseille, hein, je résume le discours, dit si vous décrochez le titre de capitale européenne de la culture, vous aurez le MUSEM. La décision de la Commission européenne, c'est 2008. Arrive à un moment où justement le projet, à la fois le projet Euroméditerranée est déjà concret, donc d'une certaine mesure le projet Euroméditerranée aide incontestablement Marseille à être candidate à être la capitale européenne de la culture. Je pense que Marseille s'est réveillée aussi psychologiquement avec Marseille, capitale de la culture, parce qu'on voit et on a pris conscience que quand le monde économique, les collectivités et le monde politique
arrivent à s'associer et à être sur la même longueur d'onde, on arrive à faire des merveilles. Les terrasses du port existent. Elles ont provoqué à peu près 2000 emplois. Et c'est un endroit fantastique où les Marseillais aiment se retrouver. Moi qui travaille sur la Joliette et sur le quartier d'Euroméditerranée depuis 2010, j'ai vu cette évolution qui a fait que avant, en fait, la vie s'arrêtait le soir, la vie s'arrêtait le vendredi soir et reprenait le lundi matin. Et depuis l'ouverture des terrasses du port, on a une vie qui est incessante le soir, le week-end. Mon prédécesseur illustre, M. Gaston Defferre, voulait faire arriver l'autoroute qui vient d'Aix, qui vient de Salon, etc. Il voulait le faire arriver juste sur le port de Marseille. Et qu'est-ce que nous faisons maintenant, plus de 20 ans, 25 ans après? Nous reculons l'arrivée de l'autoroute pour transformer autour de la porte d'Aix un quartier nouveau, arboré, avec des hôtels, même un hôtel qui arrive de Tokyo. Bon, on fait des choses comme ça. Bon, on discute avec Luc Besson. Finalement, on va arriver à faire de cinéma de Luc Besson un peu moins grand que ce qu'on avait prévu, toujours sur le port. Sur les affaires culturelles, nous avons fait ce pari de la friche de la Belle de Mai. C'est une réussite totale. Aujourd'hui, vous avez l'hôpital européen, qui est un succès, qui donne une attractivité considérable. On ne peut pas, dans ces secteurs, concentrer que toute la misère du monde. Comment sont visibles les capitales européennes ou les capitales métropolitaines à l'international? Elles sont visibles aussi parce qu'elles donnent à voir, ce qu'elles donnent à voir aussi comme usage urbain. Et là, Euroméditerranée a gagné certainement son pari. C'est tout ça qui fabrique Euroméditerranée. C'est à la fois une réponse culturelle, une réponse sanitaire, une réponse d'habitat, une réponse tertiaire, le développement de tous les attributs d'une ville et d'une métropole, puisque on peut considérer aussi que d'une certaine manière, Euroméditerranée est le barycentre d'une métropole. Être euroméditerranéen, c'est être plongé dans une culture de laboratoire, notamment de laboratoire social et économique. C'est-à-dire comment activer une clé de redistribution des richesses, une clé de redistribution des responsabilités, une clé de redistribution des rêves. On est sur une période de 20 ans. 20 ans, à l'échelle de la construction d'une ville, c'est rien, mais ça peut paraître beaucoup à l'échelle d'un être humain. Et on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à créer cette ville nouvelle et à faire en sorte que ça soit un succès. C'est dans cette démarche-là qui a été amorcée au cours de la période précédente qu'on souhaite travailler avec Euromed 2 dans cette vision partagée, encore une fois, de territoire économique, mais qui, parce qu'il est en territoire urbain, doit ouvrir aux Marseillais la vision qu'ils doivent avoir de leur port. Je souhaiterais que nous dupliquions, au-delà des quartiers nord de notre ville, également dans la vallée de l'Uvonne, qui a été une vallée qui a beaucoup souffert de la désindustrialisation, que nous implantions en quelque sorte un Euromed de la vallée de l'Uvonne. Mais c'est ça qu'on doit faire avec l'aire métropolitaine marseillaise, avec ce département, avec ce région, de façon à ce que tous ensemble on puisse évoluer. Quelle différence il y a entre Aix et Marseille, vu de New York? Vous allez m'expliquer? Donc il faut aujourd'hui que Euroméditerranée 2 soit l'élément de construction, alors à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, de cette nouvelle économie qui est en train de se faire en place, et à l'intérieur de l'aire marseillaise, qu'elle soit le fondement et le centre de la métropole. Un touriste ou un Marseillais qui reviendrait sur ce qu'était cette zone il y a 20 ans serait extrêmement étonné de voir comment ça a changé. Alors, tout a changé. Pas seulement la forme architecturale et la forme urbaine, mais également le contenu, également les voies de circulation, également la manière d'être et de faire des gens. Tout ça a subi une transformation.
c'est une sorte d'endroit magique où on a envie de s'installer parce que les cultures, parce qu'autour de la Méditerranée, on a une histoire commune. Et c'est ici qu'on doit certainement écrire cette fameuse Mare Nostrum du XXIe siècle, qui fait que quand la Méditerranée se porte bien, Marseille s'est bien porté, c'est toujours bien porté, économiquement parlant, et vice-versa. On ne peut pas à nouveau attendre 20 ans pour continuer à développer ce qu'on appelle Euromed 2. Soyons tous des acteurs et ne regardons pas Euroméditerranée avec beaucoup d'encouragement en attendant que la ville se fasse. Avec la métropole, avec un périmètre très étendu, nous devons avoir plus d'espace pour attirer des industries, pour attirer des entreprises, pour créer le développement économique, créer des emplois et faire reculer le chômage. C'est ça l'objectif. L'idée euro-méditerranéenne, c'est une prise de risque totale. Finalement, certainement, le dernier grand projet romantique, le dernier grand projet esthétique, je dirais le dernier grand projet politique, se situer à la limite de la lisibilité politique et esthétique. C'est ça la question euro-méditerranéenne. Vous avez entendu toutes celles et tous ceux qui ont fait Euroméditerranée. Alors aujourd'hui, c'est vers l'avenir. C'est le regard vers l'extérieur. C'est la métropole que nous devons construire, que nous allons construire, avec un exemple symbolique qui est celui d'ici. Voilà.